Tout d'abord, nous évoquerons l'histoire glaçante du pasteur Anthony Haynes, dans l'Ohio. Anthony Haynes a agressé une jeune fille de 2014 à 2017. L'agression a eu lieu dans l'église Greater Life à Toledo. La victime avait 14 ans lorsque les agressions ont commencé. Haynes avait l'habitude de verser de l'argent à sa victime après chaque agression et l'avait invité à se taire pour que sa famille ne soit pas ruinée. Il a donc été arrêté et accusé de conspiration en vue de participer au trafic sexuel d'un mineur, de trafic sexuel, d'exploitation d'enfants et d'obstruction à une enquête sur le trafic sexuel. Haynes, qui était un ancien responsable du Greater Life Christian Center, a demandé au juge du district des États-Unis d'avoir pitié de lui. District Judge d'avoir pitié de lui. Mais tout cela est tombé dans l'oreille d'un sourd, et pour cause. La victime dont Haynes a abusé n'était pas seule. Il l'a partagée avec deux autres pasteurs, le pasteur Kenneth Butler, aujourd'hui âgé de 39 ans, du centre de culte Kingdom Encounter Family, et le révérend Cordell Jenkins. Le pasteur Kenneth Butler, aujourd'hui âgé de 39 ans, du Kingdom Encounter Family Worship Center, et le révérend Cordell Jenkins. La victime, Tennis Temple, a déclaré qu'elle ne pensait pas que quelqu'un la croirait en raison de sa position de pasteur dans l'église, et qu'elle a donc laissé faire. Elle a déclaré que Haynes avait profité de son enfance difficile. « J'ai laissé les choses se faire », a-t-elle déclaré. « Il a dit qu'il serait mon protecteur, et tout ça. J'ai fini par vivre avec le pasteur et sa famille. Cependant, il a commencé à abuser d'elle. Tous les jours, en rentrant à la maison, je m'attends à devoir coucher avec lui et n'importe qui d'autre qu'il a jeté sur mon chemin. Mais malgré les preuves accablantes contre lui, Haynes n'a pas lâché qu'il n'était pas coupable. Il n'a pas vraiment dit qu'il n'avait rien fait, mais il n'a cessé de répéter qu'il n'était pas un pervers, et il n'a cessé d'implorer la clémence, ce qui n'a fait qu'agacer le juge. La condamnation d'Anthony Haynes a été marquée par l'émotion. Il a pleuré et demandé la clémence du juge au nom de sa famille, qui l'a soutenu. La femme de Haynes, Alisa, et sa belle-fille, Alexis Fortune, ont également été inculpées de subornation de témoins, de victimes ou d'informateurs. Elles avaient toutes deux menacé la victime. C'était vraiment une affaire de famille. Mais sa femme et sa fille ne sont pas les seules à le soutenir. Son frère n'y croit pas non plus. « J'aime mon frère, c'est tout. Il nous aime, je l'aime. » Mais cet amour et ce soutien n'ont rien signifié pour le juge, car Haynes a été condamné à la prison à vie pour ses crimes. Après la condamnation, tout ce que Haynes pouvait dire, c'est que les 27 derniers mois avaient été difficiles pour lui. Mais beaucoup de personnes présentes dans la salle d'audience n'ont vu aucun remords. J'ai vu une répétition, ce que j'appellerais un sermon, et il a presque donné l'impression d'être la victime. Alors qu'on l'emmenait hors de la salle d'audience, il répétait à ses enfants « Papa vous aime quelle que soit l'issue, tenez bon, soyez forts. » Eh bien, il les aimera de derrière les barreaux. Ensuite, nous nous rendrons dans le Michigan pour la condamnation de Streetjavar Floyd Strickland, au cas où cela vous laisserait sans voix. Streetjavar Floyd Strickland, un ancien pasteur, a fait la une des journaux lorsqu'il a été accusé de prostitution. Étiez-vous dans le comté de Kalamazoo, État du Michigan, entre le mois de janvier 2018 et le 1er juin 2018? Oui, et à peu près à cette époque, c'est-à-dire pendant cette période dans le comté, avez-vous sciemment offert de vendre des services de transport à TH ou TJ qui facilitèrent le voyage dans le but de s'engager dans ce qui serait une violation des lois régissant la prostitution? Oui, les chefs d'inculpation comprenaient 4 chefs d'agression sexuelle au 3e degré, 3 chefs d'abus sexuels sur enfants et 4 chefs de trafic humain d'un mineur à des fins d'activités sexuelles commerciales. Les charges retenues contre Strickland découlent d'allégations selon lesquelles il aurait payé des adolescents pour qu'ils se livrent à des activités sexuelles avec sa femme, Jasmonique Lakendra Strickland. On pourrait penser que des accusations aussi odieuses donneraient lieu à des condamnations spectaculaires, mais rien dans cette affaire n'était conventionnel. Au cours de sa condamnation, M. Strickland a exprimé sa conviction que les accusations portées contre lui faisaient partie d'une chasse aux sorcières et d'une tentative de le démettre de ses fonctions. La plupart de cette propagande a été lancée par ma relation en tant que président de la NAACP ici, à Kalamazoo. C'était une chasse aux sorcières et un lynchage depuis le début. Il a affirmé que des membres du Parti démocrate, le bureau du procureur, des membres de la NAACP et même des membres de la Deuxième Église baptiste avaient conspiré contre lui. Mais ce qui a le plus marqué les esprits, c'est lorsqu'il s'est moqué de l'accord que l'accusation lui avait proposé et qu'il a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il aurait gagné. J'ai le sentiment que le procureur et son bureau ont obtenu un accord substantiel en me permettant d'accepter ce plaidoyer parce que je ne pense pas qu'ils auraient gagné au procès et je ne crois pas que les faits étaient de leur côté. Malgré sa longue déclaration, Strickland a choisi de plaider coupable pour un délit de facilitation de services de voyage à des fins de prostitution. L'accord de plaidoyer a suscité des réactions mitigées, même de la part de Strickland. Il a fait valoir que l'accord ne rendait pas justice aux victimes concernées.
se demandant comment une peine d'emprisonnement d'1 an, sans obligation de s'inscrire au registre des délinquants sexuels ou de faire l'objet d'une mise à l'épreuve, pouvait être considérée comme juste. N'oubliez pas qu'il est l'accusé. Il a également critiqué le bureau du procureur, affirmant qu'il manquait d'intégrité et qu'il ne faisait que prétendre défendre les victimes. Strickland a parlé sans aucun remords et avec narcissisme. Le procureur adjoint du comté de Kalamazoo, Christine Mertens Carlin, a toutefois reconnu que l'accord de plaidoyer n'était peut-être pas le résultat escompté, mais qu'il visait à rendre Strickland responsable de ses actes sans soumettre les victimes à un traumatisme supplémentaire en discutant des crimes dans un tribunal public. Le juge Paul Bridenstine, qui a présidé l'affaire, a respecté l'accord de plaidoyer et a condamné Strickland à 12 mois de prison dans le comté de Kalamazoo. La peine a été jugée relativement clémente si l'on considère que le chef d'accusation est généralement assorti d'une peine plus lourde, et Strickland n'a pas été tenu de s'inscrire au registre des délinquants sexuels ou de faire l'objet d'une mise à l'épreuve à sa sortie de prison. À la suite de la condamnation, M. Strickland a critiqué le bureau du procureur pour ne pas avoir étayé correctement les accusations et l'a accusé de surtaxer les Noirs et les Blancs pauvres. Strickland a également déclaré « Ce n'est pas de la justice, c'est simplement une façon d'essayer de prétendre qu'ils ont gagné d'une certaine façon, que c'est une victoire pour le bureau du procureur. Ce n'est pas une victoire pour le bureau du procureur, et ce n'est certainement pas une victoire pour la cause de la justice. Néanmoins, le résultat a suscité des critiques pour ceux que certains ont perçus comme une punition inadéquate, soulevant des questions sur la justice et la responsabilité des personnes en position de pouvoir. Qu'en pensez-vous? Quand? Ensuite, nous nous rendons en Floride pour le cas malheureux de l'ancien pasteur du comté de Clay, Williams Randall. Randall, qui était également un ancien candidat à une fonction publique, avait abusé sexuellement d'une victime depuis qu'elle avait 12 ans. Les agressions avaient eu lieu sur le terrain de l'église, dans une camionnette de l'église et dans sa maison. Il lui disait de n'en parler à personne, car cela détruirait leur vie à tous les deux. Les abus sexuels ont donc duré 6 ans. L'accusé a très rapidement transformé son lieu de culte, son lieu de prière, en un lieu d'horreur. À cause de ces abus, sa victime a subi une attaque cérébrale à l'âge de 14 ans, mais elle s'est finalement présentée à la police à l'âge de 19 ans. La victime a qualifié Randall de diable déguisé et a déclaré qu'il lui avait volé son innocence. En conséquence, Randall a été inculpé de 4 délits, tous liés à des abus sexuels sur un enfant âgé de plus de 12 ans, mais de moins de 18 ans. Randall, ancien président de la NAACP et pasteur de l'église baptiste Saint-Simon d'Orange Park, s'était déjà présenté sans succès à un siège au Congrès. Il était un membre respecté de la communauté, ce qui explique pourquoi les preuves ont été si choquantes lorsqu'elles ont été révélées. Dans un premier temps, Randall a nié avec véhémence toute implication, la victime plaidant non coupable et clamant son innocence. En effet, au cours de l'enquête, Randall blâme la victime alors qu'il admet avoir eu des relations sexuelles orales avec elle entre 8 et 10 fois. Son argument, elle le voulait en échange d'argent. « Vous avez détruit ma vie et volé mon innocence », a déclaré la victime au tribunal. Randall n'a cessé d'essayer d'utiliser sa position et son âge pour gagner de la sympathie. « Je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu », a-t-il déclaré en essayant de convaincre le tribunal qu'il méritait la clémence. Il a également ajouté qu'il était malade de ses actes et qu'il en était désolé. Il a également ajouté « Il n'y a aucune raison pour que je me retrouve devant un juge dans un tribunal à cause de ces accusations. Cela me fait mal. Je m'excuse auprès de tout le monde et de la famille d'être ici et d'avoir à subir cela. » La défense avait demandé à la cour de tenir compte de son âge et de ses problèmes de santé. Mais l'accusation réclamait une peine d'emprisonnement à perpétuité. La défense a également déclaré que le tribunal ne devait pas ignorer toute une vie de bonnes œuvres à cause des accusations. Il a ensuite conclu un accord de plaider coupable pour l'un des 4 chefs d'accusation, les autres étant abandonnés. Toutefois, les procureurs n'ont pas négocié de peine, comme on pourrait s'y attendre dans le cadre d'un accord de plaidoyer normal. Au lieu de cela, son sort a été laissé à l'appréciation du tribunal. Au final, Randall a écopé de 20 ans de prison pour agression sexuelle et devra s'inscrire au registre des délinquants sexuels. Randall a été emmené hors du tribunal, menottes au poignet, l'air dépité. Le juge a également ajouté que sans l'âge de Randall, 76 ans au moment de la condamnation, il lui aurait infligé une peine plus longue. La victime était satisfaite de la procédure judiciaire et juste avant qu'il ne soit condamné, elle a déclaré « Je suis en paix ». Sachant que vous ne pourrez jamais faire ce que vous m'avez fait à l'enfant de quelqu'un d'autre, et j'espère que ce à quoi le juge vous condamnera aujourd'hui sera une punition compatible avec ce que vous m'avez fait endurer pendant des années. Vient ensuite le cas d'un ancien pasteur de jeunesse qui a admis avoir agressé sexuellement une adolescente dont il s'occupait, mais qui ne passera pas plus de 3 mois en prison.
L'ancien pasteur des jeunes Michael Moller de la First United Methodist Church de Troy, où il a officié pendant environ 2 ans, a dû faire face aux conséquences de ses actes dans un tribunal de Troy. Les charges retenues contre lui découlent de sa relation avec une jeune fille de 15 ans qui a finalement abouti à une accusation de délit d'agression sexuelle. L'affaire a mis en lumière un troublant abus de confiance au sein de la communauté religieuse, obligeant les fidèles et le public à exprimer leur dégoût. Je trouve ça dégoûtant. J'espère juste qu'il aura ce qu'il mérite. Apparemment, Moller est entré en contact avec sa victime alors qu'il était à l'église. Elle était venue lui demander conseil au sujet de son petit ami. À partir de là, il a commencé à l'encadrer, puis leur contact sexuel a eu lieu à son domicile. Les allégations ont été révélées en février 2013, ce qui a conduit à sa révocation immédiate de ses fonctions au sein de l'église. Au cours de la procédure judiciaire, M. Moller a maintenu qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire à la jeune fille, à sa famille ou à la First United Methodist Church, où il était employé. Il a exprimé des remords et a assuré le tribunal qu'il n'adopterait plus jamais un tel comportement. À ceux que j'ai blessés, je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal, à elle ou à sa famille. Cependant, le procureur du comté, Tony Kendall, a plaidé en faveur d'une peine d'emprisonnement, soulignant le grave préjudice psychologique infligé à la victime. Kendall a souligné que le comportement inapproprié s'était produit sur une longue période et que les messages textuels échangés entre M. White et la jeune fille montraient des signes évidents de manipulation. Reconnaissant la gravité de la situation, le juge Christopher G. a informé M. White que son comportement avait été très inapproprié et qu'il l'avait adopté en toute connaissance de cause. Malheureusement, le tribunal n'a pas pu aller plus loin lorsque la victime s'est retirée de l'affaire. Kendall s'est inquiété du retrait de la victime de l'affaire, suggérant que des pressions extérieures, peut-être de la part de membres de l'Église, ont pu influencer sa décision. Et je ne veux pas lui faire porter tout le blâme. En discutant avec elle de temps en temps, j'ai eu l'impression qu'elle subissait beaucoup de pression de la part des membres de l'Église et d'autres personnes liées à l'Église. Cependant, le pasteur David Leckrone de la First United Methodist Church a nié avoir eu connaissance de pression exercée sur la victime pour qu'elle ne témoigne pas. Le pasteur David Leckrone de la First United Methodist Church a nié avoir eu connaissance de pression exercée sur la victime pour qu'elle ne témoigne pas. Il a déclaré « Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a eu aucune pression, à ma connaissance, pour qu'elle ne témoigne pas. Les points de vue contradictoires concernant l'implication de la victime dans l'affaire ont encore compliqué la procédure. Pour toutes ces raisons, l'équipe de défense de M. Moller a négocié un accord avec l'accusation, ce qui a permis de modifier l'accusation d'agression aggravée. Dans le cadre de cet accord, M. Moller a renoncé à ses licences ministérielles. L'accusation initiale l'aurait soumis à l'enregistrement en tant que délinquant sexuel, mais l'accusation modifiée et le plaidoyer de culpabilité pour agression aggravée lui ont permis d'éviter cette conséquence. Du fond de mon cœur, je sais vraiment que c'est une erreur que j'ai commise et je ne peux pas revenir en arrière. Mais je sais sans aucun doute que je ferai tout ce que je peux et je ne ferai plus jamais rien de tel. Dans cette vidéo, M. Moller a techniquement admis avoir commis des actes répréhensibles, mais cela ne suffirait pas à lui faire porter tout le poids de la loi. Dans le cadre de sa condamnation, M. White a été soumis à une surveillance judiciaire et à un contrôle communautaire pendant 5 ans, au cours desquels il lui a été strictement interdit d'avoir des contacts non surveillés avec des enfants mineurs et de n'avoir aucun contact avec la victime, ainsi qu'à un séjour de 60 jours dans la prison du comté de Miami. Ces mesures visent à protéger les futures victimes potentielles et à assurer la sécurité de la communauté. Ensuite, nous passerons à la condamnation d'un pasteur de Géorgie qui a trahi la confiance de sa congrégation. Terrence Lamont King, ancien pasteur en Géorgie, a été inculpé de détournement de mineurs, d'attouchement d'enfants et de provocation d'enfants. La victime, une jeune fille de sa congrégation, et sa famille avaient placé leur confiance en lui, ce qui rendait sa trahison encore plus choquante. Le procureur adjoint Mark W. Anthony a exprimé la gravité de l'affaire en déclarant « Il les a trahis, ainsi que toute la communauté religieuse, en utilisant sa position pour séduire cette jeune femme, en lui faisant croire qu'ils avaient une relation amoureuse, puis en exploitant son innocence et son engouement à des fins obscures. Compte tenu de l'abus de sa position d'autorité et de son statut de modèle, nous considérons que la peine est juste et équitable. La relation illicite entre King et la victime a débuté alors qu'elle n'avait que 15 ans. King venait la chercher à l'école et, un matin, il l'a conduite dans un hôtel de Perry où ils se sont livrés à des actes sexuels. Heureusement, la découverte de leur conversation inappropriée sur Facebook par la mère de la victime a révélé la vérité derrière les terribles actions de King. La victime et sa famille avaient été des membres dévoués de l'Église pendant toute leur vie, ce qui a intensifié le sentiment de trahison provoqué par les actions de King. Pendant plusieurs années, Terrence Lamont King a été pasteur d'une petite église à Hawkinsville, en Géorgie. Après son arrestation, King a entamé la procédure judiciaire liée aux accusations portées contre lui.
Finalement, un jury l'a reconnu coupable de détournement de mineurs, d'attouchement et d'incitation à l'incitation à l'incitation à l'incitation à l'incitation à l'incitation à l'incitation. Malgré les remords qu'il a pu ressentir, le juge Edward D. Luckmere a rendu une décision sévère interdisant à King toute forme de communication avec la famille de la victime, même s'il souhaitait exprimer ses regrets par le biais d'une lettre. Vous n'aurez absolument aucun contact avec la victime ou sa famille. Le juge Luckmere a qualifié King de loup déguisé en agneau, ajoutant que la victime avait été profondément influencée par ses actions en raison de son rôle de leader spirituel. Il est donc vraiment dégoûtant qu'il ait abusé de cette confiance. En raison de ces crimes odieux, Terrence Lamont King a été condamné à une peine de 30 ans de prison, assortie d'une période de probation à vie. Je vous condamne à la perpétuité, avec l'obligation de passer 30 ans au pénitencier et le reste de votre vie en liberté surveillée. Il y aura une amende de $3 000. Le troisième compte est celui de la séduction d'un enfant. C'est la prochaine fois que nous le ferons. Je vous condamnerai à 30 ans de prison avant d'en purger 10 dans le pénitencier. Je l'appliquerai en même temps que le deuxième chef d'accusation. Alors que le juge poursuit la lecture de la sentence, King fixe un regard vide, presque sans émotion. Il sait que sa vie est sur le point de prendre un tournant dramatique. Après le prononcé de la sentence, le procureur, Mark Anthony, a déclaré qu'il était fier de la manière dont la victime s'était comportée, sachant qu'il n'est pas facile de se retrouver face à son agresseur. Je sais que cette expérience a été extrêmement difficile pour cette victime. Je tiens à dire que je ne pourrais pas être plus fier d'elle pour avoir fait cela. La prochaine affaire risque de vous faire frissonner. Attachez votre ceinture, car nous allons assister à la condamnation d'un ancien pasteur pour jeunes en Alabama. Dans une affaire choquante qui a bouleversé la communauté, Acton Bowen, un évangéliste de 38 ans et ancien ministre de la Jeunesse, a été condamné à la peine maximale pour 28 chefs d'accusation liés à l'abus sexuel de 6 adolescents dans le comté d'Etowah. Il a été inculpé de sodomie au second degré, d'abus sexuels, d'incitation d'un enfant à commettre un acte sexuel, de voyage pour rencontrer un enfant à des fins sexuelles, etc. L'enquête sur la mauvaise conduite d'Acton Bowen a débuté en avril 2018, lorsqu'il a été arrêté dans le comté de Jefferson, à la suite d'une enquête de 3 semaines menée par l'unité spéciale des victimes du département de police de Hoover. Les victimes, qui allaient d'adolescents à de jeunes adultes, ont courageusement fait part de leurs allégations d'abus sexuels prolongés s'étalant de 2006 à avril 2018. Leurs déclarations ont révélé un schéma de manipulation et d'exploitation de la part de Bowen, qui utilisait des cadeaux somptueux, des voyages et de l'argent pour inciter ces jeunes vulnérables à passer du temps seuls avec lui. Dans une déclaration présentée lors de l'audience, l'une des victimes a exprimé l'impact profond des actions de Bowen. « Je me considérais comme une marchandise endommagée sans me rendre compte que j'avais été manipulé par un vrai professionnel. On ne peut imaginer ce que ces victimes ont vécu. » Au cours du procès, Acton Bowen a plaidé coupable. Selon lui, il a agi ainsi pour éviter aux victimes de revivre les expériences traumatisantes qu'il a admis leur avoir fait subir. Dans des excuses pleines de larmes, il s'est adressé aux victimes et à sa famille, blâmant l'emprise de l'alcool, la toxicomanie et la dépendance à la pornographie qui ont miné sa vie. Mais un peu trop tard, car le mal était fait. L'équipe de défense de Bowen a soutenu qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, SSPT, dû à son propre passé d'abus sexuels lorsqu'il était adolescent, en présentant des témoins qui ont attesté qu'il avait révélé l'abus à des psychologues. Ils ont fait valoir que les effets de sa victimisation devraient être considérés comme une circonstance atténuante dans la détermination de sa peine. Cependant, la juge Debra Jones du comté de Calhoun, qui présidait l'audience, est restée ferme, prononçant la peine maximale pour tous les chefs d'accusation. Alors que la défense cherchait à utiliser les antécédents de Bowen en matière d'abus pour susciter la sympathie, l'accusation, dirigée par Jody Willoughby, procureur du comté d'Etowah, a considéré cette tactique comme une tentative de réorienter l'attention et de manipuler la situation en faveur de Bowen. Willoughby a souligné la nature égoïste des actions de Bowen en déclarant « Je pense que cela rassure l'égoïsme d'Acton Bowen et lui montre que tout tourne toujours autour de lui ». Il a également été révélé que Bowen faisait l'objet d'accusations supplémentaires de coups et blessures obscènes ou lascifs dans le comté de Bay, en Floride, le FBI ayant collaboré avec les autorités locales pour enquêter sur ses interactions avec des adolescents de l'autre côté de la frontière de l'État. Le lien précis entre ces accusations et une autre victime présumée n'est pas clair. La nouvelle de l'arrestation de Bowen en 2018 a ébranlé la communauté chrétienne de l'Est de l'Alabama, où il a été salué comme un héros local. Il a servi d'aumônier pour les Jeux Olympiques de 2012, a fait des apparitions sur Fox News et s'est positionné comme conseiller spirituel de stars hollywoodiennes, y compris Justin Bieber.
L'engagement de Bowen, en tant que ministre de la Jeunesse à la Crosspoint Community Church, aujourd'hui fermée, dans le comté d'Etowah, ainsi que son travail avec les élèves de la Cosa Christian School, ont encore renforcé sa réputation. Un homme aussi accompli a fini par être l'esclave de ses propres démons. Après avoir plaidé coupable de 28 chefs d'accusation, il a été condamné à la peine maximale pour chaque chef d'accusation, à purger consécutivement. Au total, il a écopé d'une peine stupéfiante de 1008 ans. Une chose est sûre, Bowen mourra en prison. Nous nous rendrons ensuite dans le comté de Butler pour la condamnation d'un homme qui, une fois de plus, a trahi la confiance des personnes dont il avait la charge. Dan Broxterman, ancien pasteur et chanteur, a été arrêté pour viol sur plusieurs enfants. L'homme de 56 ans a été inculpé par un grand jury du comté de Butler en 2019 pour des accusations de viol, d'imposition sexuelle grossière et de diffusion de matériel préjudiciable aux mineurs. Deux proches des victimes, qui ont choisi de rester anonymes pour protéger les enfants, ont raconté leur histoire. L'un d'eux a révélé que sa fille n'avait que 7 ans lorsque les abus ont commencé, tandis que l'autre a déclaré que leur proche n'avait que 4 ans au moment des agressions. Les victimes ont également révélé que les abus ont eu lieu entre 2014 et 2019, ce qui signifie que les victimes ont souffert pendant 5 ans. Les dommages causés aux jeunes ont été terribles. Les parents des victimes ont fait part de l'impact profond des abus sur les enfants, l'un d'entre eux déclarant que sa fille est désormais terrifiée par Broxterman et qu'elle souffre de graves problèmes mentaux. Broxterman avait prétendu être un pasteur ordonné et, avec sa femme, il aidait la garderie de l'église et s'occupait d'enfants à leur domicile. Il était pasteur dans l'église FUN, aujourd'hui fermée. Broxterman avait ainsi accès aux enfants sous prétexte de les protéger. Après des années d'abus, certaines des victimes ont trouvé le courage de se manifester. Elles se sont confiées à leurs parents et ont signalé les incidents à la police, racontant comment Broxterman les avait touchées de manière inappropriée et violées, alors qu'elles étaient sous sa responsabilité, parfois même dans les toilettes d'un parc public. Tammy Mercer, ancienne membre de l'une des églises de Broxterman, s'est dite convaincue qu'il avait trompé de nombreuses personnes. Elle a toutefois commencé à avoir des doutes lorsqu'elle a découvert qu'il avait obtenu l'ordination en ligne en payant seulement $50. Mercer a également révélé qu'il permettait à des adolescents de dormir à l'église et de se livrer à des activités sexuelles, ce qui a suscité de sérieuses inquiétudes quant à son caractère et à son comportement. On a également découvert que ce n'était pas la première fois que Broxterman avait affaire à la justice. Il avait déjà été reconnu coupable d'abus sexuels graves en 1990 et 1994, sa propre fille, Jessica Huber, ayant été l'une de ses premières victimes alors qu'elle n'avait que 3 ans. Les révélations de cette affaire ont été bouleversantes et ont mis en lumière les actes horribles perpétrés à l'encontre d'enfants vulnérables. Broxterman a finalement été reconnu coupable par le tribunal et condamné à une peine allant de 20 ans à la perpétuité. À l'énoncé du verdict, Broxterman est resté immobile et n'a manifesté aucune émotion. Le visage d'un homme qui a commis des atrocités et qui est puni à juste titre pour cela. Il sera également enregistré comme délinquant sexuel pour le reste de sa vie. Le père de l'une des victimes a exprimé son soulagement, décrivant cet événement comme un poids important enlevé de leurs épaules et de celles de toute la famille. Ses mots exacts étaient-ils les suivants : « C'est un poids énorme enlevé de mes épaules, de celles de ma fille et de toute ma famille. Ma fille est simplement heureuse de ne plus avoir à le voir. » Bien qu'ils aient le sentiment que justice a été rendue, les victimes et leurs familles comprennent que ce n'est que le début de leur processus de guérison. Les cicatrices émotionnelles et le traumatisme causés par les actes de Broxterman nécessitent un soutien et des conseils importants. Heureusement, des organisations telles que Bikers Against Child Abuse et le National Child Traumatic Stress Network ont offert des ressources pour aider les victimes et leurs familles. Ensuite, dans une petite salle d'audience de Brunswick, en Géorgie, un procès captivant s'est déroulé, attirant l'attention d'une nation. L'accusé, Kenneth Adkins, un pasteur anti-gay controversé, est resté stoïque pendant que le jury rendait son verdict. En l'espace d'1 heure, le jury a reconnu Adkins coupable de 8 des 10 chefs d'accusation liés à la pédophilie et d'un seul chef d'accusation, celui d'avoir tenté d'influencer un témoin. Ces accusations découlent de sa relation sexuelle avec une adolescente et un garçon de son église il y a 7 ans. Les victimes, un jeune couple, s'étaient courageusement manifestés pour obtenir justice. L'accusateur, un spécialiste de l'armée, a révélé qu'il avait volontairement offert sa petite amie à Adkins, alors âgé de 50 ans, alors qu'il n'avait que 15 ans. Au cours du procès, l'État a soutenu qu'Adkins avait préparé les 2 adolescents qu'il était censé encadrer à se livrer à des actes sexuels en sa présence. La victime masculine a témoigné qu'Adkins les avait regardés avoir des relations sexuelles à de nombreuses reprises, souvent dans le bureau de l'église, à la plage et dans la voiture d'Adkins. Bien que la victime ait nié toute activité sexuelle,
L'État l'a présentée comme étant sous l'emprise d'Atkins, compte tenu des conditions de vie qu'elle avait avec Atkins et sa femme. Malgré l'accumulation de preuves, notamment des photos et des messages électroniques, Atkins a clamé son innocence lors d'un appel téléphonique depuis la prison peu après le verdict. Il a admis avoir pris de mauvaises décisions, mais a nié avoir eu des relations sexuelles avec les adolescentes. Je n'ai pas abusé d'enfants, je n'ai touché personne, je n'ai pas eu de relations sexuelles orales avec qui que ce soit, je n'ai autorisé personne à avoir des rapports sexuels oraux avec moi, je n'ai pas fait ces choses. Atkins avait été leur mentor, leur apportant soutien et argent. Cependant, le jeune homme voulait s'assurer qu'Atkins ne puisse pas nuire à d'autres jeunes vulnérables, ce qui l'a conduit à révéler leurs relations passées. Tout au long du procès, l'avocat d'Atkins, Kevin Goog, a tenté d'affaiblir le dossier de l'État en remettant en question la chronologie et en suggérant que les victimes étaient majeures. Goog a même insinué que la victime masculine avait des arrière-pensées, citant un différend financier et la position fermement anti-gay d'Atkins. Atkins, ancien consultant en relations publiques prospère qui s'était réinventé après avoir lutté contre la toxicomanie, était connu pour ses opinions républicaines rigoureuses et ses remarques incendiaires. À la fin du procès, les accusateurs d'Atkins se sont enfin sentis reconnus. La mère d'une des victimes, en larmes mais soulagée, a exprimé sa gratitude pour le fait que l'histoire de son fils ait été crue. Entre-temps, l'avocat d'Atkins s'est engagé à déposer une demande de nouveau procès, alléguant que l'État avait dissimulé des preuves cruciales concernant la stabilité mentale de l'accusatrice. Le jour de sa condamnation, Kenneth Atkins, vêtu d'une combinaison de prison, semblait visiblement différent de l'homme confiant qui était entré dans la salle d'audience. Le juge, Stephen Scarlett, a prononcé une sentence sévère, condamnant Atkins à la prison à vie pour ses crimes odieux. Toutefois, après avoir purgé une peine de 35 ans, Atkins pourrait éventuellement bénéficier d'une mise à l'épreuve. Dans une dernière déclaration avant le prononcé de la sentence, M. Atkins a déclaré « Je crois personnellement que j'ai été non seulement poursuivi, mais aussi condamné pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai fait. Cela dit, monsieur, je suis prêt à faire face à tout ce que cette cour décidera. Atkins a maintenu son innocence, affirmant que le jury avait négligé des preuves cruciales. Se référant à d'autres affaires très médiatisées comme Casey Anthony et George Zimmerman, Atkins a qualifié leur verdict de courageux, le tribunal les ayant déclarés innocents, alors que l'opinion publique pensait le contraire. Il laisse ainsi entendre que sa culpabilité a été injustement établie. Le juge l'a condamné à la prison à vie pour attouchement sur mineur, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 35 ans. Atkins passera probablement le reste de sa vie derrière les barreaux. Ensuite, nous assisterons à la condamnation de John White par le tribunal du comté d'Isabella dans une affaire qui pourrait vous donner des nausées. Il était Satan dans le costume d'un pasteur. Dans une petite communauté du Michigan, une tragédie survient lorsqu'un pasteur local, John D. White, est accusé du meurtre de la fille de 24 ans de sa fiancée, Rebecca Gay. Il est officiellement accusé de meurtre ouvert et de meurtre prémédité au premier degré. Les détails choquants du crime ont révélé un fantasme sexuel troublant auquel White avait donné suite. White, un ex-détenu de 55 ans et pasteur autoproclamé, a plaidé coupable de meurtre au second degré et d'être un délinquant d'habitude en troisième infraction. Selon les rapports de police, M. White a avoué avoir méticuleusement planifié et exécuté le meurtre dans le cadre d'un fantasme sexuel tordu. Il a admis avoir bu plusieurs bières avant de se rendre dans le mobile home de Gay, où il a frappé sa tête à plusieurs reprises avec un maillet et l'a étranglé avec un collier de serrage. Bien qu'il ait admis avoir déshabillé le corps de la victime, M. White a affirmé ne pas se souvenir s'il avait réalisé son fantasme d'avoir des relations sexuelles avec son cadavre. Après s'être débarrassé du corps de Gay, White est retourné à son domicile, où il a habillé son fils de 3 ans avec son costume d'Halloween. Plus tard, il a confié l'enfant à son père, tout en connaissant l'horrible vérité sur le sort de la mère de l'enfant. Les actes de M. White étaient froids et calculés, dépourvus de tout remords à l'égard de la victime ou de toute autre personne touchée par son crime odieux. Le shérif du comté d'Isabella, Leo Mioduszewski, a révélé que Madame White connaissait Gay depuis un certain temps et qu'elle avait été chargée de s'occuper de son fils pendant qu'elle travaillait. Toutefois, leur relation n'était pas étroite. Bien qu'il soit connu comme pasteur et qu'il ait des liens avec la communauté religieuse, White a fait preuve d'un manque de remords. Mioduszewski a déclaré que White considérait Gay comme un objet d'attraction et a décrit la situation comme folle et tragique. L'affaire a provoqué une onde de choc dans la petite congrégation de M. White, qui compte environ 14 membres. Donna Houghton, une ancienne de l'Église qui avait participé à l'embauche de M. White comme pasteur 3 ans auparavant à Christ Community Fellowship, a exprimé son incrédulité face à ces allégations. Alors que White avait trouvé la religion et semblait avoir changé de vie après avoir purgé une peine pour des crimes antérieurs, il avait des antécédents de violence, y compris une peine de probation pour avoir étouffé et poignardé une jeune fille de 17 ans en 1981. Une fois de plus, en 2012,
Les ténèbres qui l'habitent ont refait surface d'une manière effroyable. Madame Houghton a d'abord défendu l'innocence de M. White, mais elle a changé d'avis lorsqu'elle a appris ses aveux. Elle a ajouté « J'ai protesté de son innocence jusqu'à ce que j'apprenne qu'il avait avoué. Il n'avait alors plus aucune raison d'être. » Pour montrer à quel point il était froid et calculateur avant son arrestation, White a contacté Houghton, lui demandant de mettre en place une chaîne de prière pour Gay qui était toujours porté disparu à l'époque. Alors que la mère de Rebecca Gay s'adressait au tribunal juste avant sa condamnation, M. White n'a montré aucun remords. Vous êtes une coquille vide qui n'est pas capable de ressentir de l'amour ou des remords. Vos choix ont fait de vous ce que vous êtes. Toute personne capable de planifier et de réaliser un acte aussi horrible mérite de passer le reste de sa vie en prison. Lorsqu'il a été confronté à sa condamnation, l'absence de remords de M. White tout au long de l'enquête n'a pas été une surprise. Bien entendu, l'homme qui avait déjà invoqué l'aliénation mentale pour s'affranchir de sa dernière peine était dépourvu de remords et d'empathie véritable. White a ensuite été condamné à 56 ans de prison. C'est ce qu'il a dit juste avant la condamnation. « Je ne vois aucune raison pour que vous soyez libéré de prison. » Quelques mois après son incarcération, White s'est suicidé. Et comme je l'ai déjà dit, j'espère que Dieu n'aura pas pitié de l'âme de John.